qu'est-ce que le désembouage? Lorsqu'on fait une filasse sur un raccord mâle, on vient griffer pour éviter que la filasse ou que le colmat puisse glisser. Ma chaudière fuel, avant, l'eau passait dans la chaudière fuel, il y a des particules ferreuses. En fait, elle va envoyer l'eau avec une pression, je dirais un débit beaucoup plus important que si tu le faisais avec un robinet d'arrosage simple. Et après, on attaque le rinçage, on rince tout le plancher chauffant et ça va être pépite. On a fermé les deux vannes qui vont jusqu'à l'extérieur. Mes poulets, mes poulettes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce que je te montre? Je te montre tout simplement la fin du raccordement hydraulique, c'est-à-dire de la partie de l'eau, de la pompe à chaleur qui va gérer tout mon plancher chauffant. À l'époque, en fait, historiquement, dans la buanderie, j'avais une chaudière fuel qui gérait tout le plancher chauffant. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, j'ai fait appel à FD Chauffage, que tu peux suivre sur le réseau. Du coup, Didier, peux-tu nous dire tout simplement qui tu es, ce que tu fais? Didier, FD Chauffage, spécialisé dans l'entretien et le dépannage des chaudières. Ma spécialité, le SAV, la partie plus technique du métier, l'entretien et le dépannage des chaudières, gaz, fuel. Et donc ça englobe ce genre d'intervention dont tu as besoin pour ton plancher chauffant. Pourquoi j'ai fait appel à un professionnel pour réaliser cette intervention-là? Tout simplement parce que je ne suis pas équipé. Pour l'occasion, pour cette vidéo-là, Sentinelle m'a gentiment prêté cette machine. Mais avant de traiter le plancher chauffant, je te montre ce qu'on a fait depuis ce matin en termes de réalisation, c'est-à-dire en termes de finition du réseau hydraulique, comment on a relié la pompe à chaleur qui est dehors au plancher chauffant existant. J'ai rien contre le téflon, mais le téflon c'est plus pour les bricoleurs. Un bon joint chambre. Le mec a un peu de poigne, moi j'ai pas de poigne, mais le mec a un peu de poigne. Il fait, allez, un petit tour, c'est étanche. Mais l'avantage du joint chambre, pour moi, c'est ce qui a mieux, c'est ce qui vieillit le mieux dans le temps. Alors qu'un joint téflon va être plus adapté pour tout ce qui va être raccord plastique, type arrosage de jardin. Ouais, alors tu sais que le chanvre, on n'en met pas sur le gaz. Là, tu vois, je l'ai serré fort, mais t'as quasiment pas de chanvre qui a reculé, tu vois. Tu vois pas le chanvre, t'as pas de boursouflure de chanvre. Donc le chanvre il a pas reculé, là je te garantis, là t'es étanche à 100%. Sur quel type de raccord doit-on faire un raccord chanvre ou téflon? On utilise un joint chanvre lorsqu'on n'a pas de portée. Si j'ai pas de portée pour mettre un joint plat, je dois faire un joint chanvre. Il y a aussi une autre raison. Là, tu as un écrou tournant, d'accord? Tu es forcément obligé de mettre un joint plat sur une portée plate. Tu peux pas faire un joint chanvre parce que tu n'auras pas l'étanchéité entre ton écrou tournant et ton tuyau de cuivre. Donc là, du coup, tu vas mettre un joint plat type fibre de plastique. Donc du coup, ton joint va venir plaquer ici sur le cuivre et faire la liaison entre l'étanchéité entre ton cuivre et ta vanne et le serrage par ton écrou tournant. D'accord. Là, tu as une portée plate et un écrou tournant. C'est forcément un joint plat. Et quand tu vas bloquer, tu vas créer l'étanchéité avec ton joint. Du coup, un joint chanvre, contrairement à un joint plat, est repositionnable. Une fois que tu l'as serré, tu ne peux plus retourner, sinon tu vas créer une fuite. Exactement. Avec un joint chanvre, tu peux toujours pouvoir ajuster ta pièce. Desserrer, resserrer, bon, tout en étant raisonnable. Hein. Tu ne vas pas desserrer de 3 tours, mais tu peux desserrer d'un quart de tour facilement, limite d'un demi-tour. Et tu n'auras pas de fuite.
Et du coup, la jonction ici, au niveau de ce raccord olive, comment tu l'as fait? L'étanchéité. L'étanchéité, elle se fait par la matière laiton. C'est une étanchéité conique. Donc la forme conique, en fait, va créer l'étanchéité du raccord. Pas besoin de joint sur un raccord 3 pièces conique. Graisser la portée? Un tout petit peu, ouais. Moi, j'aime bien. Alors, tout le monde ne le fait pas. Mais moi, j'aime bien graisser un petit peu, ça améliore l'étanchéité. Pour quelle raison on est passé sur des raccords qu'on appelle une pièce? Je te dirais que dans le temps, on aura moins de problèmes. C'est-à-dire que là, si tu mets un écrou tournant et un joint plat sur des vannes de service, les vannes de service vont nous permettre de faire des embouages. Le problème, c'est que à manœuvrer ta vanne de service, tu peux créer une fuite sur un écrou tournant et un joint plat. Tu vas exercer un effort sur ton joint et tu vas créer des fuites. Alors que si tu as un joint chambre, tu peux manœuvrer ta vanne tant que tu veux, ton joint chambre il ne fuira jamais. Comment fait-on une filasse? Première étape. Première étape, je griffe mon raccord mâle. Une fois que mon raccord mâle est bien griffé, propre, ça sert à rien de le faire dans l'exagération. Moi je le fais avec une lame de scie à métaux, il y en a qui le font à la pince multiprise. Une fois que le raccord est bien griffé, je viens avec ma filasse remplir mes filets creux de ma partie mâle. Ça sert à rien de créer un joint de filasse trop épais, de toute façon s'il est trop épais il va reculer. Une fois que tu as bien rempli tes parties creuses de ton raccord mâle, tu viens graisser ta filasse. Et une fois que ta filasse elle est bien graissée, tu vas venir visser ta partie femelle sur ta partie mâle. Et tu vas avoir une étanchéité parfaite. Et là déjà à la main là, je suis quasi sûr que c'est étanche. Après on va serrer. Bon, moi je serre pas forcément très fort, mais comme je fais des joints de filasse qui sont pas surchargés, en général j'arrive à serrer les raccords quasiment à fond. Et tu vois, on n'a pas de filasse qui a reculé sur mon raccord mâle. Alors je mets toujours un peu de graisse sur les parties coniques, ça améliore l'étanchéité. Ça c'est pareil, il y a plusieurs écoles, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Moi je le fais. Et puis après on va pouvoir aller souder dehors, mettre les vannes exogènes pour enchaîner le désembouage. Alors le joint c'est ça. Alors, en fait, je dis pas que je m'en sers que pour du provisoire, parce que ça m'arrive de faire des joints, ça m'arrive de changer des groupes de sécurité avec le colmat. Tu vois là par exemple, je vais lui mettre des réductions 1 pouce 3/4 pour adapter les tuyaux de la machine à désembouer. Mais je mets ça parce que de toute façon je vais le redémonter, je récupère la réduction après, tu vois. Donc là, sur un raccord en 3/4, moi je fais à peu près 3 tours. Bon là j'ai pas beaucoup de place, tu vois, mais ça va le faire. Et du coup tu le poses exactement comme tu poses la filasse. Même principe. Exactement dans le sens du pas, toujours. C'est bon. Filasse pareil. Oui, ce qui fait que quand tu serres automatiquement, ça serre ta filasse ou là ton colmat. Là mon colmat. Okay. Et comme j'ai griffé ma partie mâle, quand je mets ma partie femelle, mon colmat, tu vois, il recule pas. Et là j'ai une étanchéité, hein. Là je serre mais j'avais pas besoin de serrer autant. J'ai déjà une étanchéité, hein. C'est un peu comme la filasse. Hein. Si c'est bien posé, c'est très vite étanche. Lorsqu'on fait une filasse sur un raccord mâle, on vient griffer pour éviter que la filasse ou que le colmat puisse glisser. Il faut savoir qu'il y a des fournisseurs qui vendent déjà, on peut voir sur le filetage, les filetages déjà griffés. Ce qui fait que lorsque tu as un filetage qui est comme ça, où tu vois qu'il est comme s'il était abîmé, là pour le coup tu n'as pas besoin de le faire parce que le colmat ou la filasse va venir s'accrocher
dessus et il n'y a pas besoin de venir griffer. Tu ne griffes que si jamais tu as un filetage qui est comme celui-là, qui est totalement lisse. Merci. Ok, maintenant qu'on a réalisé toute l'opération pour pouvoir raccorder hydrauliquement le plancher chauffant jusqu'à la pompe à chaleur, on a commencé d'ores et déjà à réaliser et à pratiquer ce qu'on appelle le désembouage. Qu'est-ce que le désembouage? Tout simplement, c'est le nettoyage du circuit hydraulique dans le plancher chauffant. Ma chaudière fuel, avant, l'eau passée dans la chaudière fuel, il y a des particules ferreuses qui laissent au fur et à mesure du temps des petits dépôts de fer. Ces dépôts de fer partent dans le réseau via les tubulures et viennent obstruer partiellement soit les tubes, soit les vannes qui servent à régler le débit, à régler du coup, on règle un débit et on règle une température au niveau des zones. Chez moi, j'ai donc 2 clarinettes ou 2 nourrices, tu les appelles comme tu veux. Chacune dessert des zones bien précises et du coup, chaque départ a ce qu'on appelle un robinet thermostatique. Ce robinet laisse passer plus ou moins d'eau, règle un débit et du coup, à l'intérieur, il y a un système de pointeaux et c'est ces fameux pointeaux-là qu'il va falloir venir actionner pour permettre à toutes les particules de saleté qui ont été générées par l'ancienne chaudière de partir dans le réseau. Est-ce que tu peux m'expliquer la première étape qu'on est en train de réaliser, s'il te plaît, qui est... Là, on fait un rinçage, un pré-rinçage de l'installation pour voir en fait à quel degré d'encrassement est l'installation. En fait, selon la couleur de l'eau qu'on va sortir dans les eaux pluviales, sans produit, sans rien, bien sûr, c'est juste là, on fait un rinçage à l'eau claire. Et selon la couleur de l'eau, on sait si on va devoir traiter avec plus ou moins de produits, quoi, plus ou moins de quantité de produits pour traiter et désembouer un maximum l'installation, enfin, le plancher. Est-ce que tu peux m'expliquer rapidement, succinctement, à quoi sert cette machine? Comment ça fonctionne? En fait, elle va envoyer l'eau avec une pression, je dirais un débit beaucoup plus important que si tu le faisais avec un robinet d'arrosage simple. Elle va nous permettre aussi, avec la cuve, d'injecter les produits et de tourner comme si c'était une chaudière en réalité. Elle va tourner en circuit fermé. Et avec le produit qu'on va injecter dedans, elle va tourner en circuit fermé et elle va nettoyer l'installation, tout l'intérieur de la tuyauterie, des nourrices. Et une fois qu'on aura fait tout ça, une fois qu'on aura récupéré tout, on va récupérer aussi les matières métalliques avec les aimants qu'on a sur la bécane. Et une fois qu'on aura fait ça, on va faire un rinçage d'installation, un deuxième rinçage d'installation. Et cette machine-là va nous permettre aussi d'injecter des produits de traitement, donc l'inhibiteur anti-boue et anti-corrosion, qui va nous permettre justement d'avoir une formation de boue moins rapide qu'en temps normal. Et du coup, on va avoir un rendement de plancher chauffant qui va être bien amélioré que si on laissait le plancher tourner avec de la merde dedans, tout simplement. Premier produit qu'on va utiliser, le produit désembouant, le X800. C'est celui-ci. Du coup, le principe, quel est le principe de ce produit, tout simplement? Eh ben, en fait, ce produit-là va mettre en suspension et décoller les bouts de l'installation. Une fois qu'on aura, on va dire, bien décollé, bien nettoyé l'installation avec le X800, on fera un rinçage. Et une fois que le rinçage est, on va dire, concluant, à ce moment-là, on va traiter l'installation avec de l'inhibiteur, le X100. Et le X700, eh ben, écoute, je ne le connais pas. Produit de traitement de la contamination biologique. Une fois qu'on aura fait le X800, on va avoir deux produits. Le X100 qui lui, du coup, va protéger contre la corrosion, le calcaire. Et on va avoir le X700 qui lui, pour le coup, va faire plus un traitement sur du long terme d'un point de vue fongicide, c'est-à-dire que il va traiter contre les développements des bactéries. Tac, tac. C'est parti. Donc là maintenant, on va le laisser circuler sur tout le plancher. Et après, en fait, je pense qu'une bonne petite demi-heure, on va laisser circuler sur toutes les trames ouvertes. Une fois qu'on aura bien circulé pendant une demi-heure, bon, on va surveiller la couleur de l'eau. Et après ça, on va fermer trame par trame, environ 5-10 minutes par trame de plancher. Oui, parce que concrètement, comment est organisé le plancher chauffant chez moi, c'est très simple.
j'ai une vanne qui va me piloter chaque pièce. J'ai une vanne dans le salon salle à manger, une pour la cuisine. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va traiter, là pour l'instant, toutes les pièces de la maison sont ouvertes en termes de nappe. Et petit à petit, on va venir fermer le salon, la cuisine, les toilettes, l'entrée, la chambre 1, la 2, la 3, la salle de bain. On ferme tout petit à petit, chaque nappe, sachant qu'au total, sur mon réseau, j'ai 8 nappes. Je tape pour créer une vibration, pour bien décoller le siège du corps thermostatique, pour bien faire en sorte que ta circulation soit bonne. Et en fait, ce que je vais faire après, c'est que je vais fermer à ce niveau-là, trame par trame, pour rincer trame par trame pendant 5 minutes. Et je vais pas m'emmerder à serrer ça. Ça, je vais les laisser ouverts à fond. En fait, ça c'est le départ plancher. Tu vois, le départ d'une trame. Ça, c'est le retour de la même trame. Et ainsi de suite. Départ, retour, départ, retour, départ, retour. Tu as une nourrice départ, une nourrice retour. On a rincé toutes les trames une par une. Maintenant que tout est fait, j'ai réouvert toutes les nourrices à fond. J'inverse le sens de circulation pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et après, on attaque le rinçage. On rince tout le plancher chauffant et ça va être pépite. Un désembouage, qu'est-ce que c'est? C'est supprimer la boue qu'il y a dans un circuit de chauffage. En fait, en réalité, elle est due à énormément de phénomènes, énormément de choses. Premièrement, lorsque tu as une chaudière a ce qu'on appelle un corps de chauffe, c'est-à-dire c'est le corps, un réservoir dans lequel on fait chauffer de l'eau. Cette eau chaude circule dans ton circuit et ce corps de chauffe va dans le temps, désagréger, va se dégrader et envoyer des petites particules de fer. Après, tu as un autre phénomène, que ce soit du cuivre, du fer, de l'inox, de l'acier. Les phénomènes de dilatation, rétractation génèrent également de la boue. Lorsque tu chauffes un corps, la chaleur dilate et le froid rétracte. À force de faire ça, des molécules d'air pénètrent à travers les tuyauteries et vont générer des boues par exemple. Et c'est pour ça qu'on fait un désembouage. Je reviens rapidement sur la technique de désembouage qu'on a utilisée aujourd'hui grâce à la machine de Sentinelle. C'est très simple. Première étape, on a pris de l'eau claire qu'on a mis dans le réservoir, on l'a injectée dans le réseau et on l'a fait couler dehors jusqu'à obtenir une eau claire. Deuxième étape, on a pris le X800, on l'a mis dans le réservoir, on a fait tourner en circuit fermé de la machine jusque dans le plancher chauffant, sur tout le réseau complet ouvert. On a fermé tous les postes et on a réouvert poste par poste. Avant de faire ça, il a fallu débloquer les vannes thermostatiques. Une fois qu'on a fait tourner circuit par circuit le X800, c'est que on rince à contre-courant tous les circuits complets. Une fois que ça c'est fait, on va injecter le X100 ainsi que le X700 qu'on a fermé les deux vannes qui vont jusqu'à l'extérieur. L'eau n'est que dans le circuit du plancher chauffant et les deux produits injectés, un protégeront l'installation contre la rouille et de deux contre le développement des bactéries. J'ai mon autre ami Louis The Chaufroid qui viendra pour pouvoir démarrer la pompe à chaleur et à ce moment-là on enverra l'eau avec les produits jusqu'à l'extérieur. On est en plein hiver, tu le vois, j'ai mon joli bonnet. Il fait froid et du coup j'ai des risques de gel, même si on a installé des vannes exogel à l'extérieur. D'ailleurs, je ne sais pas si Doudou te l'a expliqué, mais ça, on t'en parlera plus tard avec Louis, de tout ce qui est accessoires ou autre, même sur le réseau, sur le démarrage, comment fonctionne une pompe à chaleur. N'hésite pas à me poser tes questions, comme ça, dans la prochaine vidéo, je pourrai y répondre avec Louis lorsqu'on démarrera la pompe à chaleur. Bref, sur ce, merci encore d'être là, de plus en plus nombreux, de votre soutien, ça fait super plaisir. Encore merci à Sentinelle pour m'avoir prêté la machine, à Doudou, à FD Chauffage, d'avoir mis à disposition également les produits. Sur ce, je te fais la bise, comme d'hab, et puis je te dis à très vite. Allez, ciao. Et regarde ça, mon ami, les aimants magiques de chez Sentinelle. Voilà, là on a retenu, on a capté tous les éléments métalliques qui étaient dans l'installation. Donc une fois qu'on aura tout rincé, on nettoiera les aimants. Et ouais, il y en a deux. Tu peux y aller, les deux sont pleins de merde. Voilà, toutes les parties métalliques de l'installation sont là. Comme je te disais dans les explications, en fait, les particules ferreuses
qu'il y avait dans le corps de chauffe ou autre qui ont migré dans le circuit via la circulation grâce à la pompe de chez Sentinelle, sont revenus ici dans le réservoir, et les deux aimants qui sont à droite et à gauche ici au niveau de la pompe sont là pour pouvoir récolter toutes les particules fines de fer. Du coup, maintenant, on va rincer les deux aimants, remettre en place, refaire circuler, rincer de nouveau le circuit jusqu'à atteindre, jusqu'à avoir une eau qui ne et des aimants qui sont sans aucune molécule de fer collée dessus.